Bonjour, je m'appelle Basile Bernard et je fais du conseil en stratégie digitale. Je viens de publier une vidéo par jour pendant un mois et cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est le récap de tout ce que j'ai appris en un mois. Alors pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai utilisé cette technique ? Alors, le but du jeu, c'était de démontrer une compétence en stratégie digitale, c'était d'obtenir une crédibilité qui soit visible sur les réseaux, donc d'asseoir une présence sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi parce que dans mon entourage proche et en plus quand on regarde un petit peu les différents youtubeurs et les différents influenceurs, ce qu'ils annoncent comme technique, ils disent tous plus ou moins, il n'y a pas de secret, il faut publier régulièrement et beaucoup pour arriver à obtenir à la fois une audience, des vues et puis surtout une conviction sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais surtout, ce qui a achevé de me convaincre, c'est une interview de Casey Neistat. Je ne sais pas si vous connaissez Casey Neistat, c'est un vlogueur américain qui a été un des premiers à faire ce qu'on appelle maintenant le daily vlog, et pendant 2 ans et demi, il a publié tous les jours. Et donc lui, ce qu'il faisait, c'était quelque chose qui demandait beaucoup de travail chaque jour, et dans une interview, il expliquait que en fait, la technique du post quotidien, c'était hyper puissant dans le sens où c'est une règle qui est très simple, et donc c'est valable tous les jours, même le dimanche, même quand on est malade, même pendant les vacances des enfants, etc. À 23h59, il faut qu'on ait publié quelque chose. Et ça m'a parlé, je me suis dit effectivement, c'est quelque chose auquel j'ai envie de me frotter, et donc le côté irrésistible de ce dispositif m'a complètement convaincu, et donc je suis parti dans ce délire, même le dimanche à 23h59, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait été posté sur les réseaux. Alors, je vais commencer par vous dire à quoi je m'attendais. Ensuite, je vais vous parler de ce que ça fait de publier tous les jours. Je vais parler du versant psychologique de quand on est créateur de contenu, qu'est-ce que ça fait de publier tous les jours. Je vais vous parler des déductions que j'ai faites, donc des déductions qui sont un petit peu personnelles sur mon dispositif, ma créativité, etc. Ensuite, je vais vous parler d'anecdotes et de constats. Et à la fin, je ferai une sorte de conclusion, donc qui n'aura de valeur que si vous voulez bien accorder du crédit à ma parole. Et voilà, donc je commence par vous dire à quoi je m'attendais, parce que c'est intéressant de voir comment en un mois, finalement, on change du tout au tout en s'imaginant quelque chose et en se heurtant à la réalité. Je m'attendais tout d'abord à publier sur Instagram, et puis comme je voulais aussi voir comment les autres plateformes fonctionnaient, eh ben, je me suis dit que j'allais également publier tel quel ce que je postais sur Instagram, j'allais le poster aussi sur LinkedIn, sur TikTok et sur YouTube Short. Dans la réalité, j'ai aussi posté sur Facebook parce que c'est associé à Instagram, mais à vrai dire, j'ai même pas du tout regardé les statistiques. Donc je m'attendais à quoi en faisant ça? Je m'attendais à une certaine linéarité de la croissance, c'est-à-dire à une espèce de récompense de bon élève, c'est-à-dire j'imaginais qu'en postant tous les jours et en faisant mes devoirs, si on peut dire ça comme ça, que j'allais avoir une certaine linéarité dans la croissance et que donc lentement mais sûrement, j'allais avoir des vues qui monteraient et des abonnés qui s'abonneraient. Alors, donc ça c'est ce à quoi je m'attendais. Maintenant, je vais vous décrire le process de ce que c'est de publier tous les jours et de ce que ça fait d'abord psychologiquement. Il y a une première chose qui est assez formidable et qui vient très vite, c'est la désacralisation de l'objectif. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo tous les 6 mois, forcément, vous allez mettre beaucoup d'affect et vous allez vraiment avoir envie que ça fonctionne. Mais si vous en faites une tous les jours, le fait que celle du mardi fonctionne moins bien que celle du lundi, bon, vous allez vous dire, au pire, j'en refais une mercredi, parce que vous en faites une tous les jours. Et donc, passer en mode au pire, j'en fais une demain, et ben ça, c'est quelque chose qui était très positif parce que vous vous mettez assez rapidement à pas en avoir rien à faire, mais à avoir quand même une ambition pour chaque vidéo qui est modérée et saine. L'autre chose, c'est que vous allez avoir des surprises. C'est-à-dire que moi, vraiment, pendant un mois, certaines vidéos, je me suis dit, celle-là, elle va marcher, et elle marchait pas du tout. D'autres, je les ai faites un peu à la va-vite, en me disant, de toute façon, c'est pas grave, elle est pas terrible, mais j'en referai une demain. Et en fait, celle-là fonctionnait. Donc, cette dimension où, en 30 jours, on se met à finalement comprendre qu'on ne peut pas avoir de certitude sur quoi que ce soit et que finalement, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas et on ne sait pas toujours pourquoi, eh ben, ça, c'est vraiment quelque chose de psychologiquement qui affecte pas mal. Au bout d'un moment, on finit par se laisser aller, mais c'est très étonnant. Le deuxième point, c'est la productivité.
Quand on fait la même chose tous les jours, forcément, on devient plus efficace. Et du coup, le fait d'avoir à sortir une vidéo tous les jours, c'est quelque chose qui nous met en mode optimisation des process. Et du coup, le fait d'avoir le chrono qui tourne et de se dire il faut absolument que ce soit sorti ce soir, et puis en plus de temps en temps il y a des jours où on a d'autres choses à faire, et ben c'est quelque chose qui va faire qu'on va optimiser ces process et qu'on va devenir de plus en plus performant pour faire une vidéo par jour. Et de temps en temps, c'est pas une bonne nouvelle dans le sens où on va faire des choses un petit peu vite et la forme va être pas aussi... La vidéo, le rendu va pas être aussi joli que ce qu'on aurait pu faire. Mais j'y reviendrai parce que ça, c'est important. On essaye des trucs différents, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ou 4 jours où j'ai fait un face cam comme ce que je suis en train de faire là, eh ben, on peut se dire je vais faire un format un peu différent, je vais faire comme si c'était une interview et puis je vais parler à quelqu'un qui est à l'extérieur du cadre, ou alors en allant prendre le métro en mode selfie avec le téléphone et ça bouge, etc. Ou alors quelque chose où on me voit très peu et où en fait c'est des éléments que j'ai été pioché sur internet que je monte et en mode un montage très cut. Donc ça, le fait de publier tous les jours, finalement, nous permet de comparer ce qu'on a fait le lundi avec le mardi, avec le mercredi, sachant qu'on essaie des formats très très différents. Et en plus de ça, ce qu'on arrive à faire, c'est que comme très régulièrement, on va performer, c'est-à-dire faire une performance d'acteur, un peu comme ce que je suis en train de faire maintenant, à partir d'un texte qu'on a écrit ou au moins d'une trame, eh ben, au début, on va faire beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur le papier, on va dire « Ok, je vais parler de ça, ça, ça », on va essayer de le filmer, on va se rendre compte que ça marche pas, on va retourner au papier, on va réessayer, etc. Et on va faire beaucoup d'allers-retours entre le moment de l'écriture et le moment de l'interprétation et de l'exécution. Et ça, très très rapidement, en une dizaine de jours, on se met à être extrêmement performant dans le sens où ce qu'on écrit, on sait déjà comment on va l'exécuter et qu'on va être capable de l'interpréter, et où du coup on est, moi à partir de la moitié je pense, au bout de 15 jours, ça m'est arrivé très fréquemment d'écrire d'une traite un truc que j'ai filmé d'une traite, ce qui n'était pas complètement évident au début. Et du coup, ça, d'abord, c'est assez stimulant pour l'ego, parce qu'on se dit, ouais, maintenant, ça y est, j'ai chopé le truc, quoi. Donc ça, en termes d'écriture et d'interprétation, on gagne beaucoup de temps. Et finalement, assez rapidement, parce que moi, je vous dis, en 10 ou 15 jours, ça, c'était fait. Alors, il y a un truc qui est un peu moins positif, qui est de se retrouver piégé dans l'algo. À titre personnel, c'est différent pour chacun de nous, mais à titre personnel, moi, le seul réseau social que je regarde vraiment régulièrement, c'est Instagram. Et finalement, TikTok, je regarde pas tellement, LinkedIn, assez peu. Et les shorts de YouTube, pour moi, c'est une redite d'Instagram. Et du coup, je regarde pas les shorts YouTube. Et là, forcément, quand vous postez sur ces 4 plateformes et que vous retournez voir vos commentaires, votre audience, vos likes, etc., fatalement, vous êtes un peu pris dans l'engrenage de ces réseaux sociaux. Et donc, pendant ce mois où j'ai publié sur tous ces réseaux, finalement, je me suis retrouvé à de fréquentes reprises à être un peu happé par les réseaux et puis à passer plus de temps que ce que j'aurais voulu sur ce truc-là. C'est logique, mais c'est quelque chose, enfin un impact en tout cas que j'ai réalisé. Une autre chose, toujours dans le volet psychologique, c'est qu'on se met assez rapidement à se comparer à soi-même. Je m'explique parce que c'est peut-être pas très intelligible comme ça. En gros, quand on arrive avec une idée de vidéo et puis que ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de vidéo, on va se dire ok, j'ai vu Kim Kardashian, Squeezie, je sais pas qui a fait une vidéo sur ça, il a eu tant de likes, tant de vues, etc. Et donc on manque un peu d'humilité et on se dit je vais faire une super vidéo qui va vachement performer, etc. Et puis on se compare finalement à des chiffres qui sont sans commune mesure avec ce qu'on va produire. Donc bon bah là on revient un peu les pieds sur terre et puis on fait un peu preuve d'humilité. Bon bah non, je ne suis pas Kim Kardashian avec des millions de likes, etc., etc. Et le mardi on reconstate la même chose et le mercredi on reconstate la même chose, et du coup notre réflexe ça va être quoi? Ça va être finalement de comparer la vidéo du mercredi avec celle du mardi et du lundi, et très rapidement on ne se compare plus qu'à soi-même au lieu de se comparer à l'entourage. Et ça c'est très sain dans le sens où on voit une évolution qui va vers le plus, vers le moins, etc. Et c'est quelque chose qui est très positif pour la création de son contenu, parce que finalement, on se compare à soi-même. En termes de créativité. Alors ça, ça a l'air d'être un détail, je le cite en dernier, mais en réalité, je crois que c'est ce qui est le plus important. Il y a une première chose, c'est que c'est assez difficile d'être constant
sur sa thématique. Moi, ma thématique, c'est la stratégie digitale. Le truc, c'est qu'en prenant la parole tous les jours, on commence à avoir l'habitude de prendre la parole. Et du coup, il y a des thématiques qui sont connexes à la stratégie digitale et où on va se dire « Ah tiens, ça c'est intéressant, bon c'est pas tout à fait dans mon cœur de cible, mais je vais quand même en parler parce que j'ai une bonne idée de vidéo et donc je vais en parler. » Et puis le lendemain, on a quelque chose qui est connexe aussi, mais connexe un peu plus loin, et donc en 2 ou 3 vidéos, de loin en loin, on peut se retrouver à faire un contenu qui est finalement assez éloigné de notre ligne éditoriale de départ, et du coup, être constant sur la thématique en étant vraiment dans les clous, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile et j'avais un peu envie de parler à tort et à travers et de raconter beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément uniquement de la stratégie digitale. L'autre chose, et c'est un peu le même volet, c'est-à-dire que pour arriver à être constant sur la thématique, il faut trouver des sujets sur la même thématique. Et un sujet sur la même thématique tous les jours, dans un premier temps, on a l'impression qu'on va pas y arriver. Et moi, c'était vraiment, je me demande de quoi je vais bien pouvoir leur parler pendant un mois. Et en fait, la créativité, c'est un muscle, c'est-à-dire qu'en réfléchissant lundi et mardi à des sujets, en fait, c'est jeudi qu'il y a un truc qui va nous arriver dans la tête, etc. Et moi, quelque chose que je trouve très décomplexant pour vous qui m'écoutez et qui me regardez, c'est de vous dire qu'en un mois, j'ai jamais eu 4 sujets plus que 4 sujets d'avance. C'est-à-dire que j'ai pas fait un grand plan quinquennal en me disant « Ok, donc je vais publier pendant un mois, ça fait 30 jours, donc il me faut 30 sujets. Alors j'écris 30 sujets, une fois que j'ai écrit 30 sujets, je me lance. » C'est pas du tout ça qui s'est passé. Je suis parti en me disant « Je vais faire ça pendant 30 jours, on verra bien. » J'avais, je sais pas, 3-4 idées. Et en fait, les idées, je les avais quelques jours à l'avance, mais rarement plus. Et du coup, c'est quasiment pas arrivé que j'ai 4 idées de sujets à l'avance pour les jours suivants. Et donc ça, si c'est quelque chose, si c'est votre raisonnement d'arriver à dire il faut d'abord que je trouve les idées et ensuite que je filme, et ben moi j'ai trouvé, mon expérience ça a été que la créativité elle s'auto-entretient, et donc tous les jours j'avais des espèces de moments, ah tiens je sais, je vais parler de ça, et puis je le notais, et effectivement je finissais par avoir des sujets pour le lendemain. Donc mes déductions c'est quoi ? Les premières déductions au bout d'un mois de publication, c'est petit 1, les likes, on s'en fout. Et alors ça, c'est très troublant, c'est-à-dire que c'est une data qui n'a pour objectif que de flatter votre vanité, c'est-à-dire ah vous avez des likes, c'est super, mais l'algorithme et les algorithmes, toutes plateformes confondues, visiblement sont en contre-foot, parce que j'ai eu des vidéos à 1000 vues, des vidéos à 100 000 vues, avec le même ordre de grandeur de likes, c'est-à-dire moins de 100, et pourtant l'algo a bien fait la différence entre la vidéo qu'il a montré 1000 fois et la vidéo qu'il a montré 100 000 fois pour le même nombre de likes. Donc les likes ça fait plaisir, mais en fait ça n'a aucun intérêt manifestement dans l'algorithme. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que une vidéo jolie ou une vidéo jolie, pas jolie, une vidéo mal fichue, filmée rapidos sur le chemin du métro, c'est pas ça qui va l'empêcher de performer. Et le fait qu'elle soit jolie, bien montée, etc., ça n'a pas de conséquences sur l'algo. Et ce qui est important, c'est le contenu, juste le contenu. L'exemple que je donne, en fait, pour arriver à se mettre ça dans la tête, c'est Vidéogag. Vidéogag, quand vous avez un... Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais vous avez tous vu ça. Donc, les vidéos avec des gens qui se cassent la figure, c'est suffisamment joli pour que vous teniez pas compte du fait que c'est filmé avec une main qui tremble et un caméscope dégueulasse. Quand le contenu est bon, vous allez vous le refiler, ça va faire des millions de vues sur TikTok, etc. Et donc, même si Vidéogag, c'est une référence un peu old school, vous comprenez ce principe, le fait que les vidéos soient jolies n'a pas d'importance. Ensuite, troisièmement, gagner des abonnés, c'est dur. Moi, je m'attendais à ce que la courbe des abonnés monte, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, la courbe des vues a monté, mais la courbe des abonnés, quand même pas tellement. Et pourtant, j'avais mis un certain nombre de dispositifs du genre, aller cliquer sur le lien en bio, et puis dans le lien en bio, il y avait un truc où tu devais donner ton email pour récupérer le PDF, enfin bon, ce genre de choses. Et ben, même avec des dispositifs de capture d'email, c'est un taux de rétention qui est très très faible. Sur une vidéo où j'ai fait 120 000 vues, où j'avais un dispositif pour capter des emails derrière, je crois que j'en ai récupéré une dizaine, et du coup assez rapidement j'ai arrêté de mettre en place ces dispositifs là parce que je vois bien que ça fonctionne pas, et encore une fois c'est un ressenti personnel. Une autre chose, donc quatrième chose qui sont mes déductions à moi pour mon dispositif, mathématiques, etc., c'est que d'avoir une vidéo qui perce sur un réseau social, c'est
absolument pas une garantie que ça va percer sur un autre réseau social. La vidéo qui a fait 100 000 vues sur LinkedIn, non, 180, elle a fait 2 vues sur YouTube Short. 2, hein, 1 plus 1. Comme je m'étais dit que c'était une question d'algo, etc., cette vidéo-là, un peu plus tard, je l'ai repostée et elle a bidé, pareil, elle a fait, je sais pas, 200 vues peut-être. Mais en tout cas, c'est assez fou de se dire qu'une vidéo dont le contenu est hyper formaté pour performer sur LinkedIn va bider, mais bider de chez bider, sur YouTube. Donc heureusement, ça c'est ma conclusion, c'est heureusement que j'ai ratissé large, c'est-à-dire que si je m'étais contenté de dire bon bah moi de toute façon je veux publier sur Insta et je vais rien essayer à côté, là vraiment si j'avais fait ça, j'aurais jamais découvert que j'avais fait 180 000 vues avec cette vidéo sur LinkedIn. Quelque chose que j'ai vu, je vais essayer de vous mettre des incrustations d'écran pour vous l'illustrer, c'est notamment sur YouTube, c'est que au début de la vie d'une chaîne, manifestement, l'algorithme essaye de comprendre à qui il faut qu'il vous montre. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très étrange, c'est que quand j'ai commencé à faire des vues avec les YouTube Shorts, c'est que j'avais un peu invariablement 500 vues, et sur les 500 vues, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient des gens qui avaient déjà vu mon contenu précédent. Et du coup, la logique comme ça, intuitivement, ça aurait été que le lundi, il y ait 20 personnes qui ont déjà vu un contenu, le mardi, il y en a 40, 20 plus les 20 du mardi, et puis le mercredi, il y en a 60, les 40 plus les 20, etc. Et que finalement, YouTube continue à distribuer à des gens qui ont déjà vu mon contenu, mes autres contenus ultérieurs. Et ben c'est pas du tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bruit de fond avec des gens qui ont déjà vu des contenus précédents, et tout le reste, c'est des nouveaux visiteurs. Et donc ça, ma déduction, mais encore une fois, c'est une déduction personnelle, c'est que finalement, YouTube doit être en train d'essayer de savoir à qui il faut qu'il montre mon contenu, en ratissant le plus large possible, et en essayant de faire comment on appelle ça, des régressions linéaires pour voir qui est intéressé par quoi et à qui il faut montrer le contenu de Basile. Voilà un petit peu l'ensemble de mes déductions. Alors, ce que je peux... maintenant, je vais vous parler de mes anecdotes et de mes constats. Et donc, je répète, moi, ça n'est qu'un constat personnel et ça n'a pas valeur de loi. Plateforme par plateforme. Donc, ce que j'ai constaté sur TikTok, c'est assez marrant, c'est qu'il y a une espèce de plafond de verre. En tout cas, moi, il y avait un plafond de verre à 800 vues. C'est-à-dire que toutes mes vidéos ont fait entre 800 et 900 vues. Et la seule différence qu'il y avait, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on atteignait les 800 ou 900 vues. De temps en temps, en une demi-heure, c'était plié, ça a monté à 800 vues. Ça, c'était les vidéos qui marchaient. Et les vidéos qui marchaient pas bien, elles faisaient 800 vues aussi, mais elles mettaient 24 heures à les faire. Donc, je suppose qu'il y a un espèce d'effet d'inertie, et puis une fois qu'on est atteint suffisamment rapidement 800 vues, suffisamment de fois pour que l'algo finisse par te dire « Bon bah ok, je vais te laisser être vu par plus que 800 vues ». Donc ça, c'est assez marrant, parce que c'est à la fois, comment dire, à la fois très frustrant, parce qu'on voit les vues qui montent, et puis en une demi-heure, on voit qu'on est arrivé à 800, donc on se dit que ça va continuer, et puis pas du tout. Donc ça, c'est un côté vexant. Sur TikTok, c'est pareil, les histoires entre les liens, les likes et les vues, ça semble pas être corrélé. Sur Insta, qui était finalement ma plateforme de choix du départ, eh ben c'est la plateforme que j'ai le moins bien compris. Et alors, mon hypothèse, c'est que comme c'est par cette plateforme-là que j'ai lancé un peu ma communication, il y a un certain nombre de mes amis de la vie hors stratégie digitale qui, par affection, ont suivi ma chaîne, et que en fait, c'était peut-être pas une bonne idée de ma part d'aller dire un peu trop largement venez suivre ma chaîne, parce que finalement, avoir des abonnés qui me suivent parce que c'est des amis, mais qui vont jamais interagir sur aucune vidéo, et ben peut-être que ça a donné des mauvaises indications à l'algo, et que du coup, sur Insta, j'ai pas fait les scores que j'avais imaginés, et peut-être aussi que la thématique de la stratégie digitale, dans un monde où il y a des photographes, et puis des gens qui skient, des athlètes, etc. Peut-être que Instagram n'est pas la bonne plateforme. Donc ça, c'est pour Instagram. Pour les YouTube Shorts, donc j'ai publié que des shorts, et souvent mes shorts faisaient plus d'1 minute.
Et au départ, à chaque fois que ça dépassait 1 minute, eh ben, il me les mettait en mode horizontal. Et assez rapidement, il a fini par comprendre que je ne publiais qu'en mode YouTube Short. Et du coup, même des vidéos de 2 minutes, il me les laissait en format vertical. Et j'ai vu il y a quelques jours que c'était devenu maintenant une possibilité de mettre des shorts jusqu'à 3 minutes à partir du moment où le format est vertical. Donc ça, je suppose que je suis arrivé au bon moment, et voilà. Donc YouTube Short, il y avait un petit peu un effet comme sur TikTok, c'est-à-dire au début, il n'y avait rien, et puis à partir d'un moment, quand je dis rien, c'était genre 10 vues. Et puis au bout d'un moment, quasiment toutes les vidéos faisaient au moins 500 vues, avec un espèce de plafond, et donc peut-être moins raide que sur TikTok, mais il y avait cette espèce de plafond de verre de 500 vues. J'ai remarqué qu'il y avait, je sais pas si c'est un système de mots interdits, mais au début, quand je faisais mes vidéos avec les systèmes de récupération d'emails et où du coup je passais par des expressions du genre lien en bio, etc. Alors ces vidéos-là, c'était absolument certain qu'elles décollaient pas. Et donc je sais pas si on passe en mode difficile et si l'algo est plus exigeant, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'avais des dispositifs du genre le lien dans le premier commentaire, etc., ça, tout de suite, c'était beaucoup plus difficile de décoller, alors que les mêmes vidéos fonctionnaient très bien sur LinkedIn, pardon. Et puis donc le truc dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que YouTube n'éclaire les vidéos qu'à des gens qui sont des nouveaux arrivants et finalement pas tellement à des gens qui ont déjà vu d'autres vidéos mais qui ne se sont pas abonnés. C'est curieux. Enfin sur LinkedIn, et je fais un peu d'effet d'annonce, qui est finalement ma plateforme de choix au final, la première chose c'est qu'il y a une inertie plus importante sur LinkedIn dans le sens où à partir du moment où quand j'ai arrêté de publier, j'ai continué à faire quelque chose comme 30 000 vues par jour pendant quasiment une semaine jusqu'à ce qu'ils se disent bon ok là il publie rien, j'arrête de montrer son contenu, ce qui ne s'est pas du tout passé ni sur TikTok, YouTube et sur Insta. Sur TikTok, YouTube, Insta, en 24 heures t'as fait tes vues et puis c'est fini, alors que sur LinkedIn visiblement tu as une portée qui a une certaine inertie, et donc comme mes posts faisaient pas mal de vues à la fin du mois, quand j'ai arrêté de poster, j'ai continué à faire 30 000 vues jour après avoir arrêté de poster. Donc ça, l'inertie du reach, c'est un truc que je n'ai constaté que sur LinkedIn. L'autre chose que j'ai constaté au bout de 15 jours de publication, c'est que il recommandait d'autres contenus que mes contenus récents, c'est-à-dire que les contenus que j'avais postés dans les 3-4 premiers jours, d'un seul coup, ils se mettaient à avoir des likes qu'ils n'avaient pas eu au début. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas constaté dans Instagram ou TikTok, c'est-à-dire que Instagram ou TikTok, on fait des vues avec ces contenus très très récents, mais ça ne tire pas par effet d'aspiration de vues sur les contenus un peu plus vieux, alors que sur LinkedIn, visiblement, ça le faisait. Sur LinkedIn, pareil, le contenu des likes, le nombre de likes n'a pas d'importance. Tu peux faire peu de likes et faire 180 000 vues. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Et alors, ce qui est marrant sur LinkedIn, c'est que j'ai cru que les contenus texte marcheraient mieux. Parce que à une ou deux reprises, j'avais des choses à dire pour lesquelles je faisais pas de contenu de vidéo, que j'ai écrit en un petit post. Et puis, pendant les 2 premières semaines, je faisais plus de vues avec un contenu texte qu'avec n'importe laquelle de mes vidéos. Et j'ai commencé à me dire, heureusement je ne l'ai pas fait, j'ai commencé à me dire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des posts avec les scripts de mes vidéos, et au lieu de poster sur LinkedIn les vidéos que je poste sur Insta, TikTok et YouTube, je vais poster le script, puisque la substantifique moelle y sera aussi. Et heureusement que j'ai pas fait ça, parce qu'il y a un moment où ça a complètement décollé, et alors mon interprétation, c'est que le contenu texte, en fait, c'est facile à produire en intelligence artificielle. Et donc, je me suis laissé dire, les stats, là, il paraît qu'il y a un quart du contenu posté sur LinkedIn qui est posté ou amélioré avec de l'intelligence artificielle. Et du coup, avec du contenu vidéo qui est plus difficile à produire, en tout cas plus difficile à faker avec l'intelligence artificielle, on apparaît comme plus sincère et plus original dans le sens fait réellement par une vraie personne. Et du coup, je crois que c'est la bonne piste, en tout cas pour moi, de continuer à faire des vidéos sur LinkedIn.
Une autre chose qui a été intéressante sur LinkedIn, c'est que ma vie fait que j'ai vécu 10 ans à Tahiti, donc j'ai à peu près un tiers de mes contacts sur LinkedIn qui viennent de Tahiti. Et j'ai fait un logiciel pour des kinés, ce qui fait que j'ai un tiers de mes contacts qui sont des kinés. Et donc le tiers qui reste, c'est la Startup Nation, etc. Et du coup, quand je publie quelque chose et que tous les Tahitiens qui sont de l'autre côté de la Terre et qui dorment encore ne réagissent pas, puisqu'ils n'ont pas encore vu mon contenu, et que les kinés sont pas très intéressés par mes histoires de stratégie digitale, du coup, l'algo a sûrement eu un espèce d'effet, bah dis donc, il y a que une petite portion de son audience qui est intéressée par ce qu'il raconte, et ça, je pense qu'au début, ça m'a quand même pas mal freiné. A priori, j'ai réussi à dépasser ce truc-là, mais au départ, je crois que le fait d'avoir un réseau qui était très disparate a pas été facile pour moi. Et enfin, si maintenant ça m'a l'air complètement logique et j'aurais dû y réfléchir dès le début, mais finalement la thématique stratégie digitale est a priori plus compatible avec LinkedIn. Donc j'en arrive à la conclusion. En publiant tous les jours, on gagne du temps. Vous pouvez gagner du temps en publiant tous les jours. Je m'explique. En un mois, j'ai compris des choses qui m'auraient pris beaucoup plus de temps si j'avais publié, par exemple, une vidéo tous les mois. Pour arriver à faire 30 vidéos, il aurait fallu que je fasse 30 mois. Et au bout de 30 mois, en plus, on ne se souvient pas des particularités de la première vidéo qu'on a faite, alors qu'au bout d'un mois, je me souviens à peu de choses près de toutes les vidéos que j'ai faites pendant un mois. Du coup, on apprend à en avoir un peu rien à faire, et à se désacraliser un peu et à retirer les affects qu'on a dans une vidéo, parce que c'est pas grave d'en rater une quand on en refait une le lendemain et le surlendemain. On apprend à se comparer à soi-même et du coup à savoir ce qu'on vaut, mais d'une manière assez objective, pas ce qu'on vaut par rapport à Kim Kardashian. On apprend des choses pour soi. C'est-à-dire que, évidemment, que finalement, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà trouver sur Internet. C'est-à-dire, il faut publier régulièrement, il faut faire attention aux 5 premières secondes de la vidéo, il faut utiliser les trends, il faut mettre un peu de musique, il faut faire ceci sur telle plateforme, cela sur telle plateforme. Ça, c'est des choses qui sont très documentées. Mais le fait de les faire pour soi et de les comprendre pour soi, il y a un dicton qui dit « L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte », et c'est un peu ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, si vous avez expérimenter la technique de les 5 premières secondes, il faut qu'il se passe un truc un peu waouh, ça va pas du tout avoir la même valeur que si vous avez entendu quelqu'un en parler. Donc vous allez trouver tout ce qui est astuces de rétention, les moments de publication et tout, et surtout vous allez voir ce qui marche pour vous, parce que y a des choses, Squeezie sait les faire et moi je sais pas les faire, et puis sûrement inversement, et donc il faut voir ce qui marche pour vous. Donc, alors on apprend aussi que même quand le contenu est bon, il percera pas forcément s'il n'a pas du tout respecté la règle du jeu. Et inversement, un truc qui est moins bien, mais qui est ultra calibré, et qui est vraiment ce qu'on appelle couramment le putaclic, ça va marcher. Et donc ça, c'est pareil. Il y a un effet, en tout cas moi j'avais cet effet d'orgueil, où je me disais, ouais non mais attends, mon contenu il va être tellement mortel que même si c'est pas tout à fait respectueux des règles du genre, ça va trouver son public, ça va percer. Non. Donc on trouve son format, c'est ce truc qui nous appartient. Et je répète, moi si j'avais attendu 30 idées pour me lancer dans la publication de 30 vidéos, en fait, j'aurais jamais commencé. Donc, la créativité, ça vient en faisant. J'ai eu au maximum 4 idées d'avance. Donc ça, vraiment, n'attendez pas d'avoir les 30 idées pour vous mettre à publier tous les jours. Et si j'avais publié que sur Insta, en fait, j'aurais loupé le train de LinkedIn, et puis là, je serais en train de vous dire ça sert à rien, etc. Donc voilà, moi j'ai un peu retourné la situation, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais publier sur LinkedIn, et en publiant en média slave, si on peut dire ça comme ça, je vais publier sur Insta, TikTok et YouTube Short. Donc, moi, à titre personnel, je vais passer sûrement à un contenu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je vous invite vraiment à faire le test parce que c'est un truc, au pire, vous vous arrêtez, vous faites ça une semaine, et puis si au bout d'une semaine, vous êtes essoufflé, de toute façon, c'est toujours ça, ou 2 semaines. Mais moi, je crois que c'est vraiment quelque chose, un exercice qui est hyper puissant, dans le sens où il va vous forcer à publier beaucoup, publier rapidement, et du coup, vous allez gagner sur plein de tableaux en termes de productivité, et puis de savoir ce qui marche pour vous. Alors, j'en profite, puisque vous êtes resté jusque-là, et je vous remercie, j'en profite pour vous expliquer comment mon contenu
contenu va se décliner. J'organise des week-ends, je vais organiser des week-ends qui vont s'adresser à des entrepreneurs qui ont un business qui tourne et qui ont l'intuition qu'ils pourraient faire mieux avec Internet, qu'ils n'en tirent pas encore complètement parti, voire pas du tout parti. Et puis des gens qui ont des tâches un peu répétitives, qui se disent qu'on peut faire un peu d'automatisation. Donc la formule, c'est quoi? C'est je vous accueille pendant un week-end de 3 jours dans une belle baraque que je loue pour l'occasion. Je fais venir quelqu'un qui nous fait à manger, on est vraiment dorloté. Et donc, on a le matin des séquences théoriques, de la réflexion de groupe, parce que comme on est en petit groupe, 6 ou 8 personnes, et que l'expérience des uns peut apporter un éclairage sur les business des autres. Et donc, les problèmes de tout un chacun nous aident à réfléchir et ensuite, je fais un peu de suggestions et surtout, on passe à l'exécution. C'est-à-dire que la promesse, c'est que quand vous repartez, vous avez un dispositif qui tourne. Vous ne repartez pas avec un plan d'action et il va falloir que vous fassiez je ne sais pas quoi après. Vous repartez avec quelque chose qui est opérationnel tout de suite et donc qui va vous aider soit pour de la prospection, soit pour vous alléger des tâches que vous faisiez à la main et qu'on va automatiser, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le produit qui va sortir là au début du printemps. Donc je vous invite à me suivre sur le réseau sur lequel vous regardez ça. Si vous avez le choix, sur LinkedIn à mon avis c'est mieux. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine.